Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, le journal, les titres. Manifestation les 1er et 2 juin. Les mineurs interpellés bénéficient d'une liberté provisoire avec une remise à leur civilement responsable, informe le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Selon le communiqué, le bilan officiel de ces émeutes fait état de 16 morts. La synthèse dans ce journal. Ouverture aujourd'hui de la 9e édition de la conférence mondiale de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, une première en Afrique. 1500 délégués issus de 93 pays vont durant 2 jours, les 13 et 14 juin, discuter du thème la transparence en transition. Et puis réussir la rubrique hebdomadaire. Le modèle de ce soir, Ahmed Sek, un jeune qui s'active dans la vente de friperies et sa particularité, il associe son activité à son métier de formation. Il est couturier. Le reportage de Aïssatou Khan à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres de développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue à Actualité judiciaire. Pour démarrer cette édition, le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar se prononce sur les violentes manifestations qui ont secoué le pays les 1er et 2 juin 2023. Manifestations qui ont fait 16 morts, des blessés et des centaines d'arrestations. Dans un communiqué, le ministère public annonce qu'une information judiciaire a été requise contre certains manifestants. Des mineurs interpellés ont pratiquement tous bénéficié d'une liberté provisoire avec une remise à leur civilement responsable. La synthèse du communiqué signée Antoine Diouf. Les échauffourées qui se sont produits les 1er et 2 juin derniers sont à l'origine de pertes en vies humaines, de dégâts matériels portant notamment sur des édifices publics, des biens mobiliers et immobiliers. C'est ce qu'a fait d'abord remarquer le procureur de la République. L'intervention des forces de défense et de sécurité a toutefois permis l'interpellation de 410 personnes qui ont participé aux manifestations et qui sont également impliquées dans ces faits à caractère criminel. Le ministère public a opté pour un règlement graduel en considération de la nature des faits reprochés à chaque individu déféré. En ce sens, les mineurs sont généralement mis en liberté provisoire avec une remise à leurs civilement responsables. Ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de 13 ans n'ont pas fait l'objet de poursuites. Mais si le maintien en détention s'impose, ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants. Les manifestants dont l'implication est moindre ont été poursuivis devant la juridiction des flagrants délits pour des faits de manifestation non autorisés sur la base de l'article 98 du Code pénal. Par contre, pour les autres manifestants, le ministère public a estimé utile, eu égard à la gravité des faits qui leur sont reprochés et à l'étendue des dégâts matériels causés pour la plupart par des incendies que ces derniers ont délibérément provoqués, d'opter pour la pleine rigueur de la loi dans les poursuites. C'est dans cette optique qu'une information judiciaire a été requise contre ces individus pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actions diverses causant des dommages aux personnes ou à leurs biens, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique conformément aux dispositions des articles 80, 97, 98, 255, 431 et suivant du Code pénal. Ces procédures visent également à situer la responsabilité de toutes les personnes instigatrices de ces violents attroupements. Par conséquent, note le procureur de la République, une information judiciaire a été ouverte contre X.
Antoine Diouf, la situation socio-politique du Sénégal préoccupe l'association des maires et des départements. Face à la presse, les membres ont dénoncé et regretté les violentes manifestations qui ont sévi dernièrement dans le pays, le Sénégal. L'association s'engage ainsi à sensibiliser la jeunesse sénégalaise. Le compte-rendu de la rencontre avec les journalistes signé Ami Diouf. L'Union des maires et départements déplore les violentes manifestations qui ont secoué le Sénégal. Ahmed Youssouf Benjeloun, le président du département du Sénégal, condamne fermement ces actes. Ce mouvement social de protestation, présenté comme une révolte populaire, a été préparé, orchestré de très longue date, avec comme dessein de miner les fondements de la République et de casser les ressorts de la nation patiemment construite des décennies durant. Ces attaques, avec des affrontements planifiés à l'encontre de nos forces de défense et de sécurité, le saccage des biens publics, la destruction et le vol de biens privés pouvaient conduire à une insurrection généralisée. Mais fort heureusement, l'État, avec sa tête, le président Macky Sall, a su faire face à cette tentative de déstabilisation du pouvoir et de conquête déguisée du pouvoir suprême. Les membres de l'association ne digèrent pas aussi le saccage de l'université Cheikh Anta Diop et la défiance des institutions. Condamnons avec la dernière énergie le saccage de nos écoles et universités. Désapprouvons cette défiance régulière vis-à-vis de la République et de ses institutions. Condamnons fermement les attaques contre les locaux des mairies et des conseils départementaux. Ces édiles promettent de rester debout auprès des jeunes pour les sensibiliser. La paix, c'est notre ressource première au Sénégal. En tout cas, nous les élus locaux, ce que nous devons faire dans ce domaine-là, c'est de sensibiliser les personnes qui s'adonnent à ces genres d'activités. Et Inch'Allah, ensemble, on va faire le tour du Sénégal pour sensibiliser les gens. Pour leur dire, revendiquer une chose et saper la République ou bien les fondements de la République, il y a une différence. L'Union des associations d'élus locaux exhorte les jeunes à privilégier les débats d'idées et magnifie le dialogue national lancé par le président de la République, qui selon eux peut apaiser le climat sociopolitique. Ami Diouf, justement pour une paix et un Sénégal stable, après l'association des élus locaux, les Sénégalais lambda donnent également leurs avis sur la situation sociopolitique du Sénégal. Pour eux, il faut une médiation entre le président du parti Pastef Ousmane Sonko et le chef de l'État Macky Sall. Je vous propose de suivre les réactions dans ce reportage signé Khadija Diouf. Sur les allées du centenaire, le mot le plus présent dans la bouche des citoyens reste la paix. Une paix que cette population espère trouver dans une médiation entre le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et le chef de l'État, qui est d'ailleurs le plus grand souhait de ce citoyen. La médiation entre ces deux leaders, c'est ce que nous attendons tous en tant que Sénégalais, et c'est une chose possible, car tout ce qui peut installer une atmosphère de paix au Sénégal doit être la préoccupation et de Sonko et de Macky. Même son de cloche chez Lamine Gueye, qui pense qu'une bonne entente entre les deux leaders sera la meilleure des solutions pour un Sénégal stable. Tous ceux qui souhaitent la paix au Sénégal souhaitent que cela arrive. Qu'il y ait médiation et ensuite dialogue entre deux changera beaucoup de choses. Pour cet homme, une médiation entre Ousmane Sonko et Macky Sall, suivie d'un dialogue, sera le seul moyen pour eux de prouver leur engagement pour le Sénégal. Qu'ils prennent cette décision de discuter, de s'écouter et trouver un terrain d'entente, c'est la seule chose à faire si le Sénégal compte vraiment pour eux. Une tentative de médiation entre ces deux leaders a été initiée par Pierre Goudiaby Atepa, ce qui n'a pas abouti pour le moment, mais le président du Club des investisseurs du Sénégal espère pouvoir s'entretenir avec le président de la République.
Khadija Ndat Diouf, la tabaski et la vente de couteaux, la commercialisation de cet outil pose un problème d'insécurité, surtout dans ce contexte actuel où des actes de vandalisme sont notés dans le pays. Des Sénégalais se prononcent sur cette vente de couteaux dans ce reportage signé Mamseyne Boubaboufa. À moins de 20 jours de la fête de Tabaski, ils sont déjà visibles dans les rues de Dakar à la recherche de clients. Mais vendre des couteaux hors des lieux de commerce dans ce contexte et au regard de récents événements n'est-il pas risqué? Baïdien Bagay répond par le positif. Tout de même, ce jeune vendeur de matériel bureautique estime que c'est un business. Il y a des gens qui l'achètent pour faire du mal. Par contre, d'autres, c'est pour la fête. Je pense qu'avec la situation du pays, les vendeurs de couteaux doivent revoir leur méthode de vente et mesurer également les conséquences, même si l'on sait que les gens en auront besoin pour la tabaski. Babacar Gaye, la trentaine, devant sa boutique, assis confortablement sur sa chaise, prend de l'air. Il abonde dans le même sens, toutefois. Il propose que la vente de couteaux dans les rues soit réglementée. La vente de couteaux dans les rues présente actuellement des risques. Il n'y a plus de sécurité dans le pays. Les gens ont même peur de sortir à certaines heures. Ces vendeurs doivent revoir leur méthode ou réglementer le secteur et n'autoriser la vente que dans les boutiques. Si en temps normal, les bandits te sortent des couteaux avec la tabaski où tu vois partout les gens en vendre, ce sera pire. À chaque fête de Tabaski, il est difficile de ne pas voir des vendeurs de couteaux dans les rues pour écouler leurs marchandises. Mais vu le contexte actuel du pays, les Sénégalais s'inquiètent et se posent des questions sur leur activité. Seyne Boubabou, toujours dans ce registre, plus de 70 ressortissants guinéens expulsés du Sénégal à la suite des manifestations qui ont éclaté après la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans l'affaire qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr. Une décision qui a suscité moult réactions. D'aucuns estiment que cette mesure participe à la préservation de l'ordre public. Le sujet est signé à Aïssatou Kana. À Médina, dans les rues étroites bordées de petits commerces et de maisons colorées, les résidents du quartier, qu'ils soient guinéens, sénégalais ou d'autres nationalités, se mêlent librement. Assis derrière sa petite échoppe, ce Guinéen vendeur de café estime que la mesure du gouvernement est justifiée. Selon lui, en tant qu'étranger, il ne dispose pas du droit de manifester et d'intervenir dans les affaires internes d'un pays qui n'est pas le leur. Il ne devrait pas réagir ainsi quand il y a manifestation dans un pays. Comme ce sont des étrangers, mieux vaut aller travailler ou rester chez soi. Pourtant, pour ce jeune Guinéen tapissier au Sénégal depuis 11 ans, ce rapatriement est une mesure injuste qui va à l'encontre de leurs droits, à la solidarité et à la liberté d'expression. Ce n'est pas juste quoi. Ce n'est pas juste. En plus, la plupart du temps, les Guinéens ne participent pas aux manifestations. Quand les Sénégalais manifestent, c'est normal que nous les aidons un peu dans leur lutte. Nous avons aussi le droit. On a plein de droits en tant que Guinéen. Mamadou préfère rester chez lui avec sa famille lorsqu'il y a une manifestation politique. Quand il y a manifestation, je ne travaille pas, je m'enferme dans ma maison avec ma famille. Ce jeune, lui, se dit avoir le droit de se battre aux côtés du peuple dans les moments de crise politique et sociale. À chaque fois qu'il y a manifestation, je vais aider mes frères sénégalais dans la rue. Selon le chef de la diplomatie guinéenne, Maurice Sanda Kouyaté, 79 Guinéens ont été arrêtés et expulsés lors des manifestations violentes survenues en début juin. Les autorités sénégalaises étaient entre le marteau de les traduire devant les juridictions du pays et l'enclume de les expulser.
Aïssatou Kane qui a donné la parole aux ressortissants guinéens. Et puis début ce matin des travaux de la Commission des affaires économiques et sociales du dialogue national, une commission dirigée par Beydi Agne, le président du Conseil national du patronat du Sénégal, est revenu sur les missions de cette entité, mission principalement basée sur une démarche consultative et participative, dit-il. Beydi Agne, que je vous propose de suivre. Il est avec Nyanya Djoufnia. Parce que c'est la commission qui traite des questions de vie des gens, c'est-à-dire de la vie, de la production, du travail, des problèmes de cherté, de jeunesse, de santé. En fait, toutes les questions sont traitées. Les termes de référence, ils sont multiples, les termes de référence. Tout au moins la mission de ce que nous avons au niveau de la Commission économique et sociale, sa mission, c'est, comme j'ai dit, cette démarche consultative et participative, c'est d'être une source de données de référence sur la perception des familles d'acteurs socio-économiques, du climat des affaires, de l'environnement social, de la culture, du sport, de la presse, des coutumes et religions, ainsi que de la productivité globale et de la compétitivité de l'économie nationale. C'est aussi de recueillir et d'analyser les préoccupations majeures des familles d'acteurs socio-économiques dans le cadre de leur activité. C'est aussi d'apprécier les orientations de la politique macroéconomique et des politiques sectorielles du gouvernement à travers les départements ministériels, les agences et autres démembrements de l'État jouant un rôle primordial dans le développement socio-économique. Et enfin de formuler des recommandations et propositions consensuelles privilégiant l'intérêt national et à même d'impulser plus de croissance économique inclusive, d'emplois productifs, de justice et de progrès social. Après cela, bien sûr, de consigner l'ensemble de ces travaux réalisés dans un document et de le soumettre à l'appréciation du chef de l'État. Une autre rencontre, une première en Afrique. Le Sénégal accueille la 9e édition de la conférence mondiale de l'ITIE. 1500 délégués issus de 93 pays ont participé à la première journée de la rencontre de 2 jours, les 13 et 14 juin 2023. Rencontre dont l'objectif est de rappeler le rôle de l'ITIE dans la promotion d'une gestion responsable et transparente des ressources pétrolière et gazière. Le point avec notre correspondant Babacar Sek. La première conférence mondiale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives organisée en Afrique s'est ouverte à Diamniadio. Cette rencontre arrive dans un contexte mondial en pleine mutation. D'ailleurs, la nouvelle norme ITIE 2023 s'inscrit dans une dynamique de changement reflétant les priorités nationales et les enjeux liés à la transition énergétique, à la propriété effective et à la lutte contre la corruption. Dakar sera son point de départ avec des changements intervenus après de longues discussions, parfois houleuses, entre les différents acteurs, les gouvernements, les entreprises minières, pétrolières et gazières, et également les organisations de la société civile. Le Sénégal fait partie des bons élèves dans la mise en œuvre de l'ITIE avec un score de 93 sur 100. L'industrie extractive doit être un outil protecteur des intérêts nationaux. Il est important que le débat sur l'exploitation des ressources naturelles reste sain, serein et informé, au lieu d'être parasité par la suspicion et des jugements de valeur généralement sans fondement. Au-delà du souci légitime de transparence, de responsabilité et de redevabilité, l'enjeu de la juste rémunération des ressources et de leur transformation locale doit rester au cœur des préoccupations de l'ITIE si nous voulons qu'elle soit un véritable outil protecteur de tous les intérêts. La faible rémunération des ressources minérales des pays en voie de développement, africains en particulier, combinés aux congés fiscaux abusifs, à l'évasion et à l'optimisation fiscale, privent nos pays d'importantes ressources qui auraient pu largement contribuer au financement de leur développement.
Pendant 2 jours, des panels de haut niveau seront organisés dans le cadre des 20 ans de l'ITIE. Babacar Seck, 8e édition de la conférence Afrique de la coalition publiée Ce que vous payez. La rencontre qui s'est tenue à Saly, à Portugal, a vu la participation de 250 acteurs de différents pays. Et parmi les résolutions poussées, les autorités du continent le moins polluant à refuser de subir les conséquences néfastes de la transition écologique, nous dit Muntaga Kana. La transition écologique, c'est-à-dire le passage des énergies fossiles plus polluantes aux moins polluantes, telles que le cobalt, le lithium, l'uranium et autres, ouvre de belles perspectives à l'Afrique qui en regorge. Le continent africain regorge en son sein plus de 80% des minéraux de transition, que ce soit le lithium, le cobalt, le titanium, l'uranium, etc. Ce sont des ressources qui sont extrêmement stratégiques et dont le monde aura besoin pour aller vers une transition énergétique, c'est-à-dire abandonner progressivement les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, etc. L'Afrique est également très nantie en énergie solaire, éolienne et hydraulique, des atouts de taille pour son envol énergétique. Ce qu'on constate, c'est que l'Afrique, c'est 12 mois sur 12 de soleil. L'Afrique, c'est des vents, mais rien que le désert nous offre quand même un espace où on peut trouver de l'énergie éolienne. En plus de cela, l'Afrique, c'est des cours d'eau extraordinaires, le fleuve Zambèze, le fleuve Congo, le fleuve Sénégal, entre autres. Les Africains ne devraient pas payer à hauteur des pays occidentaux, qui sont les vrais pollueurs. Je crois que l'Afrique a un message à faire passer au monde entier. L'Afrique pollue à hauteur de moins de 3% au monde. Moins de 3%. Donc ceux qui polluent le plus, ce sont les pays occidentaux. Donc c'est eux qui devraient payer plus pour mitiguer les impacts des changements climatiques. Il soutient que le Sénégal est un bon élève dans la publication des contrats extractifs des minéraux. Donc c'est extrêmement important que les contrats soient systématiquement publiés et je crois qu'au Sénégal, nous sommes l'un des pays où tous les contrats extractifs, mines, pétrole, gaz sont systématiquement publiés. Selon les responsables de la dite coalition, grâce au plaidoyer législatif, il a été noté d'importantes réformes du secteur extractif, notamment sur les questions liées à la redevabilité et la transparence. Muntaga Kana, ce stade du journal, tout autre chose à Kaolack, la mise en place de l'ordre national des infirmiers du Sénégal. Voilà ce que réclament les infirmiers du district sanitaire de la localité en marge de la célébration de la journée internationale de l'infirmière. Ces blouses blanches ont saisi l'occasion pour encore débattre sur la formation et la pratique infirmière au Sénégal. Le compte-rendu est signé à Damassara. Après avoir participé à la célébration de la journée internationale de l'infirmière, le 12 mai dernier, les infirmiers et infirmières du district sanitaire de Kaolack sont revenus sur l'importance de cette journée. Une occasion pour ces derniers de plaider pour la création de l'ordre national des infirmiers. Nous avons noté durant cette année beaucoup de difficultés, notamment le problème de Tivaouane. Et avant ça, il y avait le problème de Linguère. Et il y a aussi eu le problème de Kaolack et tant d'autres. Mais je pense que dans tout métier, il y a des risques et c'est le risque de notre profession. Mais également, ça fait appel à un aspect très important, c'est la réglementation de la profession. Et sur ce, nous lançons un appel, nous continuerons à le lancer, qu'on nous aide en tout cas à mettre en place l'ordre national des infirmiers. Et ça, je pense que c'est un appel adressé aux autorités, aux décideurs. L'association nationale a fait beaucoup de pas, mais c'est un appel que nous continuerons à lancer parce que la mise en place de l'ordre national des infirmiers permettra donc de mieux régir la profession infirmière au grand bénéfice de la population qui utilise ces soins de santé. Il est temps aujourd'hui que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités pour réglementer le système. Cette réglementation ne peut avoir lieu que si l'Assemblée vote une loi par rapport à l'installation d'ordre national des infirmiers pour qu'on puisse faire la différence entre qui est médecin, qui est infirmier, qui est sage-femme dans nos structures, ne serait-ce que pour protéger et réglementer cette discipline. Le parrain de l'événement, par ailleurs, médecin-chef du district sanitaire de Kaolack, insiste sur le volet de la formation.
Aujourd'hui, les infirmiers sont confrontés à beaucoup de défis et enjeux de l'heure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions réfléchir sur la formation à pratique infirmière afin de mettre les infirmiers dans les meilleures conditions d'exercice de leur art et qui puissent contribuer à l'amélioration de la santé des populations, mais aussi et surtout à l'atteinte des objectifs du programme national, du plan national de développement sanitaire et social et contribuer à l'atteinte des objectifs du PSE. Le thème choisi cette année est Formation et pratique infirmière au Sénégal. Adama Sarr, pèlerinage à la Mecque édition 2023. Le ministre en charge des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires était à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass pour s'assurer de l'état du dispositif mis en place. Doudouka se dit satisfait. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Isidore Alexandre Sen. 2 mois de cela, j'avais mis en place un comité pèlerinage dirigé par le directeur général de l'ANACIM pour préparer le pèlerinage de cette année. Et donc aujourd'hui, je suis venu m'assurer du bon fonctionnement du dispositif mis en place. Je suis venu donc rendre visite aux pèlerins, faire le circuit pèlerin pour m'assurer que tout fonctionne très bien et je suis satisfait du bon fonctionnement du process mis en place par les différents acteurs aéroportuaires et c'est l'occasion également de les encourager pour continuer à œuvrer pour que ce pèlerinage de cette année de 2023 soit également une bonne réussite, en tout cas au niveau des opérations aéroportuaires. Donc c'est le lieu aujourd'hui ici de féliciter l'ensemble des acteurs, ANACIM, l'AS, les gestionnaires, la AS, la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal, les forces de défense et de sécurité, 2AS, AIBD et l'ensemble des acteurs concernés par ce pèlerinage, également la délégation au pèlerinage qui est aussi un acteur important dans le dispositif que nous avons mis en place ici à l'aéroport international Blaise Diagne au niveau de l'aérogare pèlerin. Nous sommes mardi, réussir la rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Ahmed Seck, un jeune entrepreneur. Il s'active dans la vente de friperies, couturier de formation. Ahmed Seck a choisi d'ajouter la vente de friperies à son activité pour mieux gagner sa vie. Reportage signé Aïssatou Kana. C'est tôt le matin que ce jeune entrepreneur dévoué sillonne le marché Colobane à la recherche de friperies. Ces pièces soigneusement choisies avec une énergie débordante, Ahmed fait le point. Direction Grand Yoff pour les revendre. Sur sa table, avec enthousiasme, il déballe la balle de friperie composée uniquement de shorts. Un à un, il les étale sur des cordes, créant ainsi un mur de vêtements colorés qui attire l'attention des passants. Bientôt 7 mois que Ahmed vend des friperies. J'ai commencé avec 20 000 francs CFA. Mon frère m'a prêté 50 000 pour acheter des friperies. J'avais d'abord une table de vente de chaussures. C'est par la suite en hiver que j'ai commencé à vendre des pulls et puis des pantalons. Là, je vends des shorts. Je ne m'arrête pas. Pourtant, le jeune homme est avant tout couturier, 8 ans qu'il excelle dans ce domaine. Le jeune a décidé d'ajouter la vente de friperies à son activité afin de générer des revenus supplémentaires. C'est difficile d'apprendre un métier, les soucis augmentent.
Se limiter à un seul métier ne va pas nous aider à s'en sortir. Ce métier seul ne suffit pas. Il fallait y ajouter une activité. Ahmed combine habilement ses compétences en couture avec la vente de friperies pour atteindre ses objectifs. La vente de friperies n'est pas évidente. Je trie, attends la clientèle. Parfois, j'arrive à m'en sortir. D'autres jours, c'est compliqué. J'économise au mieux et je participe à des tontines. Ça m'aide beaucoup. Son rêve, c'est de créer une entreprise florissante offrant à ses clients un large éventail de vêtements neufs. Il faut se concentrer dans son travail pour pouvoir s'en sortir. J'ai prévu des voyages quand j'en aurai les moyens. En attendant, je me bats ici pour gagner ma vie. D'ailleurs, je voudrais ouvrir ma propre boutique. Le quotidien d'Ahmed prouve l'importance du travail acharné, de la créativité et de la persévérance pour réaliser ses rêves. Ahmed Seck, vendeur de friperie, le modèle de ce soir dans votre rubrique hebdomadaire Réussir au Sénégal. Merci beaucoup à Aïssatou Kane pour ce reportage. C'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.